tous d'être ici pour venir écouter la soutenance de thèse de David Crowe. Je vais rapidement vous présenter le jury donc, qui m'a désigné donc, président du jury. Donc c'est un honneur dont j'essaierai d'être digne. En tout cas, j'en suis très honoré. Ce travail donc, va être présenté devant Monsieur Philippe Brabant, professeur à AgroParisTech, donc, qui a rapporté le travail. Madame Zulma Vitezika, qui est rapporteure également et qui est maître de conférence à l'ENSA de Toulouse. Madame Pascale Leroy, qui est directrice de recherche à l'INRA à Rennes. Ensuite, alors dans les examinateurs, moi-même, donc qui suis Jacques David, professeur à Montpellier Supagro. Et puis aussi, nous avons la chance d'avoir dans le jury Monsieur Bruno Nouy, qui porte donc la parole de la filière donc palmélite. Et puis donc les deux encadrants de la thèse, donc Monsieur Jean-Marc Bouvet, donc qui est chercheur au CIRAD, et Léopoldo Sanchez, qui est aussi chercheur, mais à l'INRA. Voilà, donc je vais vous demander, au cas où vous ne l'auriez pas fait déjà, d'éteindre, de mettre vos téléphones portables sur le silencieux. Et puis nous allons te donner donc la parole pour 40-45 minutes pour présenter tes résultats. Merci David. Merci à tous. Je vous remercie d'être venus pour assister à la soutenance de ma thèse qui va porter sur les facteurs contrôlant l'efficacité de la sélection génomique chez le palmier à huile. Une thèse faite donc dans l'école doctorale CIBAG, à l'UMR AGAP, au CIRAD. Alors, je vais tout d'abord vous présenter le contexte de cette étude. On verra ensuite le schéma actuel d'amélioration du rendement en huile de palme. On verra comment améliorer le schéma actuel par la sélection génomique, grâce à une étude empirique tout d'abord, puis une étude faite avec des données simulées. Et ensuite, on conclura avec la présentation d'un nouveau schéma d'amélioration. Alors, la culture du palmier à huile, c'est plus de 17 millions d'hectares dans le monde, avec des fruits qui sont produits par le palmier et qui produisent de l'huile qui est contenue dans la pulpe. Alors, l'huile de palme sert à 80% pour l'alimentation humaine, pour de l'huile de friture, de l'huile de table, etc. Et elle sert aussi à 20% dans l'industrie pour la production de cosmétiques, de savons, de biocarburants, etc. Alors l'huile de palme est la première huile végétale au monde. On voit ici l'évolution de la production depuis les années 90. Et on voit que c'est la courbe en rouge, donc elle a dépassé son concurrent qui était le soja il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, la production d'huile de palme représente plus d'un tiers de la production totale des huiles végétales. Alors, cette forte progression a été poussée par un faible coût de production ainsi qu'un rendement exceptionnel qu'on peut voir ici, avec le palmier à huile produisant 6 à 10 fois plus d'huile à l'hectare que ses concurrents. Alors, cette forte augmentation de la production s'est accompagnée d'une forte pression environnementale, avec notamment de la déforestation. Alors, j'ai repris ici le graphique qu'on a vu tout à l'heure avec l'évolution de la production. Et j'ai collé à la suite les perspectives d'augmentation, les perspectives de demande en huile de palme pour les années 2050. Et donc on s'attend à une augmentation très forte, avec une demande qui devrait atteindre à peu près 150 millions de tonnes d'ici là. Alors, forcément, on pense que de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes d'amélioration génétique seront nécessaires pour permettre à la production d'huile de palme de répondre à cette demande, ce qui est un premier défi en soi, mais d'y répondre de manière durable. Alors quand on parle de nouvelles méthodes d'amélioration génétique, on pense à la sélection assistée par marqueurs, notamment. Alors c'est assez ancien, ça date des années 90, en tout cas pour les approches initiales qui étaient basées sur la détection de QTL, des approches prometteuses, mais qui avaient des inconvénients pour les caractères quantitatifs, qui sont ceux qui nous intéressent dans cette étude, avec des QTL à petits effets qui n'étaient pas détectés, et des QTL effectivement détectés, mais dont les effets étaient généralement surestimés. Donc ces approches basées sur la détection de QTL ont mené à des applications très limitées pour la sélection des caractères quantitatifs contrôlés par un très grand nombre de QTL avec des petits effets. Alors l'alternative actuelle, c'est la sélection génomique qui a été développée au début des années 2000. Alors qu'est-ce que la sélection génomique? Alors ici j'ai mis un schéma récapitulatif du principe. Alors la sélection génomique commence avec une population dite de calibration ou d'apprentissage qui est constituée d'individus qui sont à la fois phénotypés et génotypés, avec un génotypage qui se fait avec un marquage dense sur l'ensemble du génome. Dans un deuxième temps, on utilise ces données pour calibrer le modèle de sélection génomique, soit
en estimant un effet associé à chaque marqueur, soit en utilisant une matrice d'apparentement moléculaire G, calculée avec les marqueurs donc, et qui tient compte de l'apparentement réalisé. Donc ça, c'est essentiellement pour l'approche statistique de type GBLUP, dont il sera surtout question dans cette présentation. Et dans un troisième temps, on a une population de candidats à la sélection qui est constituée d'individus qui vont être, eux, uniquement génotypés, avec les mêmes marqueurs, évidemment. Et grâce à ce modèle de sélection génomique qu'on a calibré, on va prédire la valeur génétique additive de ces individus candidats à la sélection. Donc soit en faisant la somme des effets aux marqueurs tels qu'ils ont été estimés précédemment, soit directement grâce à cette matrice G. Et ensuite, on fait la sélection dans ces individus candidats uniquement sur la base de cette GEBV, donc l'estimation de leur valeur génétique additive. Alors, dans le détail, comment s'estiment ces GEBV? J'ai présenté ici un modèle très classique de sélection génomique, dans lequel on a tout d'abord un vecteur, ici Y, le vecteur des observations, qui renferme très souvent des phénotypes, mais éventuellement d'autres choses, telles que des estimations de valeurs additives, obtenues évidemment sans données moléculaires. Donc un vecteur des observations, en face, une moyenne générale des observations sur la population, et puis ici, le terme qui nous intéresse particulièrement, avec une matrice d'incidence qui sert juste à relier les observations aux individus pour lesquels on veut les GEBV. Et un terme ici, le vecteur des résidus, ce qui n'est pas pris en compte par les marqueurs. Alors les GEBV sont donc renfermés dans ce vecteur G, qui est associé à une matrice de variance-covariance dans laquelle intervient cette matrice d'apparentement moléculaire, qui est calculée de plusieurs manières, on ne va pas rentrer dans les détails, mais enfin, avec une matrice des génotypes, codée en 0, 1 ou 2 en général, qui renseigne sur le génotype à chaque marqueur de chaque individu. Et on peut aussi tenir compte des fréquences alléliques. Bon, en tout cas, quand on analyse ce modèle, on obtient, à l'issue de l'analyse, l'estimation génomique de la valeur additive de tous les individus, et notamment des individus candidats à la sélection, donc les GEBV. Alors pour revenir au palmier à huile, ce qui nous intéresse dans cette thèse, c'est uniquement le rendement en huile de palme, un caractère complexe et pour lequel on va donc faire la sélection sur des composantes plus simples, plus faciles à sélectionner. Donc on décompose tout d'abord le rendement en huile de palme entre la production de régimes, le poids total des régimes produits par chaque palmier, qui se décompose à son tour entre le poids moyen des régimes et le nombre de régimes. En face, on a le taux d'extraction qui correspond au pourcentage d'huile dans chacun des régimes, qui se décompose à son tour entre le pourcentage de fruits dans le régime, le pourcentage de pulpe dans les fruits et le pourcentage d'huile dans la pulpe. Alors actuellement, l'amélioration génétique du palmier à huile pour le rendement repose sur deux groupes, des groupes hétérotiques, le groupe A, le groupe B, qui sont hétérotiques dans le sens où ils ont des caractéristiques complémentaires pour le poids moyen de régime et le nombre de régimes, avec le groupe A produisant un petit nombre de gros régimes et le groupe B un grand nombre de petits régimes. Si bien que quand on les croise entre eux, on obtient des hybrides chez qui on observe un effet d'hétérosis fort sur la production totale de régimes. Donc d'où le choix de ce schéma de sélection récurrente réciproque. Alors dans le groupe A, on a essentiellement la population asiatique d'Eli. Dans le groupe B, on a un mélange de populations africaines et en particulier la population lamée. Alors dans un premier temps, on va présélectionner dans ces deux populations de candidats un relativement petit nombre d'individus sur leur valeur propre pour quelques caractères héritables, de manière à avoir un nombre d'individus petits qu'on va être capable de tester en croisement, d'évaluer au champ dans ce qui s'appelle les tests en descendance, où on les teste donc en croisement hybride avec l'autre groupe. Donc l'intérêt de ces essais, c'est d'estimer l'aptitude générale à la combinaison des parents. Donc c'est une autre manière d'estimer la valeur additive de ces individus. Et on effectue ensuite la sélection au sein de chaque groupe, donc parmi les individus testés en croisement, sur la base de ces AGC, et on sélectionne, on reproduit les meilleurs au sein de chaque groupe, qui reste toujours indépendant. On reproduit en autoféconde où on croise entre eux les meilleurs individus de chaque groupe pour produire la génération d'après, qui va servir à la production de semences commerciales et comme point de départ pour un nouveau cycle d'amélioration. Alors les objectifs de cette thèse vont être d'évaluer le potentiel de la sélection génomique pour améliorer le rendement en huile de palme par rapport à cette méthode de sélection actuelle, et aussi d'identifier les paramètres qui contrôlent l'efficacité de cette sélection génomique dans notre cas particulier, qui est le palmier à huile. Alors,
avant de regarder plus en détail les études qui ont été faites, un petit rappel de génétique quantitative. Donc, si on imagine qu'on a une population de candidats à la sélection avec une valeur pour un caractère donné qui suit cette distribution, qu'on sélectionne parmi ces candidats cette proportion d'individus, qu'on les reproduit pour générer une population de descendants, dans ce cas-là, la réponse à la sélection s'obtient assez facilement comme la différence entre la valeur moyenne de ces descendants et la valeur moyenne de la population de départ. Alors, d'une génération sur l'autre, on peut prédire la réponse à la sélection grâce à l'équation du sélectionneur qui dépend de l'intensité de sélection, qui est la proportion d'individus sélectionnés parmi les candidats. Elle dépend aussi de la précision de sélection, qui est un indicateur de la fiabilité de la sélection et qui correspond concrètement à la corrélation entre la véritable valeur additive des individus, inconnus mais qui nous intéressent, et l'estimation qu'on en a, par exemple une AGC ou une GEBV. Et enfin, elle dépend de l'écart type additif au sein de la population de candidats. Et si on s'intéresse à la réponse annuelle à la sélection, ce qui va être notre cas, on doit aussi considérer l'intervalle de génération, qui est le nombre d'années nécessaires pour passer d'un cycle à l'autre. Alors j'ai représenté ici à nouveau le schéma de sélection classique. Alors il est appliqué depuis les années 50, il a donné de très bons résultats en termes de réponse à la sélection, notamment parce qu'il permet d'obtenir une précision très grande sur les AGC, autour de 0,9. Par contre, il a deux inconvénients majeurs, qui sont une faible intensité de sélection, qui est due au fait que les tests sur descendants sont coûteux et complexes à mettre en œuvre, si bien que le nombre d'individus qu'on peut effectivement tester en croisement dans chaque population, dans chaque groupe parental, est très limité. Le deuxième inconvénient, c'est, on le voit ici, à nouveau à cause des tests sur descendance, un intervalle de génération long, autour d'une vingtaine d'années, essentiellement parce qu'il faut beaucoup de temps pour mettre en place ces essais et puis pour réaliser les observations. Donc, si on veut améliorer la réponse annuelle à la sélection chez le palmier à huile, le plus simple, c'est d'essayer d'augmenter l'intensité de sélection et de réduire l'intervalle de génération. Alors la question est, peut-on faire ça grâce à la sélection génomique? Alors, il y a plusieurs endroits dans ce schéma classique, ici, où on pourrait utiliser les marqueurs pour améliorer la réponse à la sélection. Donc, dans un premier temps, est-ce qu'on pourrait améliorer la phase de test en croisement? Et encore plus intéressant, est-ce qu'on pourrait faire de la sélection sans test en croisement? Autrement dit, sélectionner ici des individus de la même génération que ceux qui ont été testés en croisement, sans les tester, ou faire cette sélection chez leurs descendants. Alors, on a fait une première étude pour répondre à ces questions avec des données réelles, ce qui revient à estimer la précision de la sélection génomique dans les populations d'amélioration de palmier à huile, donc ce qu'on a fait de manière expérimentale, grâce à une approche de validation croisée sur les parents du dernier ensemble de tests sur descendance. Donc, ce qui nous a donné accès à deux populations, les DELI, le groupe B, et on a travaillé sur 8 composantes du rendement, avec 265 microsatellites, et en faisant varier l'apparentement entre les populations de calibration et de validation. Alors dans le détail, les populations parentales, ce sont 131 individus DELI, 131 du groupe B, on peut en voir quelques-uns ici, des populations qui se caractérisent avec des tailles efficaces très faibles, inférieures à 10. Alors ce sont évidemment les parents des hybrides qui ont été phénotypés. On a fait un génotypage avec 265 microsatellites, donc c'est assez faible, mais cette faible densité est permise par les faibles tailles efficaces qui existent dans les populations. Donc l'inconvénient, c'est qu'on a des zones du génome qui sont assez mal couvertes. Ensuite, les observations, donc elles vont constituer le vecteur Y du modèle. Donc ces observations seront des AGC dérégressés pour chacun des 8 caractères. Donc des AGC estimés grâce à un modèle complet dans lequel on a utilisé toutes les données des hybrides observés au champ et un modèle mixte classique, c'est-à-dire sans données moléculaires. Donc les 8 caractères, ce sont les composantes du rendement dont j'ai parlé tout à l'heure, plus quelques composantes accessoires, qui sont le poids moyen des fruits, le nombre de fruits dans les régimes et le pourcentage d'amandes dans les fruits. Alors, une fois qu'on a ces 131 individus, on doit les diviser entre deux populations, une population de calibration et une population de validation. Donc on a voulu couvrir tout un tas de cas de figure les plus larges possibles, en partant d'un cas plutôt défavorable avec un apparentement faible entre populations de calibration et de validation. Donc pour ça, il faut imaginer que ces 131 individus se répartissent entre différentes familles de pleins frères. Et donc dans un premier cas, on a pris certaines familles de pleins frères comme population de calibration et les autres comme population de validation. Si bien que là, l'apparentement est minimal entre les deux.
À l'inverse, on a coupé chaque famille de pleins frères entre deux populations, une pour la calibration, une pour la validation, ce qui nous donne donc un apparentement fort entre les deux. On a aussi utilisé une autre méthode qui permet d'optimiser cette approche en tenant compte de l'ensemble des apparentements au sein des individus qui sont utilisés pour l'étude. Donc ça, c'est la méthode C-Demin qui suit un peu le même principe, mais de manière optimisée. Alors ensuite, une fois qu'on a ces deux populations, donc on n'a plus qu'à appliquer le modèle de sélection génomique. Donc ça, c'est celui que j'ai présenté tout à l'heure, avec une approche statistique, par exemple, de type GBLUP. Et ici, comme illustration, la matrice d'apparentement moléculaire pour la population DELI avec une structure assez forte. Donc dans ce modèle, on utilise le génotype et les AGC dérégressés des parents et le génotype des candidats à la sélection. Et ça permet d'obtenir la GEBV des individus de la population de validation. Et enfin, ce qui nous intéresse concrètement, c'est la précision de la sélection génomique, qui par définition correspond à la corrélation entre les GEBV et les AGC. Et cette corrélation, on va la mesurer évidemment au sein des individus de la population de validation. Donc on voit que c'est assez simple. On a comparé cette approche de sélection génomique avec un modèle témoin qui s'appelle le PBLUP. Et dans ce cas-là, on a prédit la valeur des individus de la population de validation, cette fois sans utiliser de données moléculaires. Que concrètement, par rapport au GBLUP, on utilise une matrice d'apparentement qui est calculée uniquement avec le pédigré. On peut voir ici l'exemple du pédigré de la population DELI. Alors, à quoi sert cette méthode témoin PBLUP? Alors, pour que la sélection génomique soit intéressante, il faut que sa précision soit supérieure à celle du PBLUP. Alors, ici, j'ai représenté les différentes familles de pleins frères qui constitueraient nos 131 individus, avec ici leur valeur génétique additive vraie. Alors évidemment, chacune de ces familles de pleins frères aura une valeur moyenne, mais si on prend un individu particulier au sein d'une famille de pleins frères, cet individu aura une valeur génétique additive propre qui va dévier un petit peu de la moyenne de sa famille, et ça correspond au terme d'échantillonnage mendélien. Alors le PBLUP, parce qu'il utilise uniquement les données généalogiques, dans le meilleur des cas, pour les individus qui sont dans la population de validation, il va uniquement pouvoir leur attribuer une valeur égale à la moyenne de leur famille, de la moyenne de leurs pleins frères qui sont présents dans le jeu de calibration. Donc ça, c'est pas très intéressant, puisque ce qu'on veut concrètement, c'est sélectionner les meilleurs individus au sein des meilleures familles de pleins frères. Et on compte sur le modèle de sélection génomique grâce aux marqueurs qui modélisent cet apparentement réalisé pour tenir compte de ce terme d'échantillonnage mendélien et donc nous permettre d'identifier les meilleurs individus dans les meilleures familles de pleins frères. Voilà, ça nous amène au résultat. Ici, on compare donc la précision du GBLUP en bleu avec la précision de ce modèle témoin PBLUP pour les 8 caractères étudiés. Donc ici, c'est la précision. Et donc ce qu'on constate, c'est qu'on a 3 composantes du rendement pour lesquelles le GBLUP donne une précision significativement plus grande que le modèle témoin. Donc ça, c'est pour le groupe B pour l'instant. Et cela nous indique que les marqueurs peuvent tenir compte de cette ségrégation mendélienne. Donc ils sont particulièrement intéressants. Et ça amène la question suivante, pourquoi ces différences entre caractères? Donc là, pour l'instant, on a dû se limiter à faire une hypothèse, qui est que ces différences pourraient s'expliquer par une couverture irrégulière du génome et par des différences d'architecture génétique entre les caractères. Donc c'est assez facile à comprendre, puisque si on prend un caractère pour lequel on aurait des QTL qui seraient surtout présents dans les zones mal couvertes du génome, évidemment, le modèle génomique va apporter peu d'informations. Alors, le même résultat, mais dans la population DELI, donc cette fois, on constate que la sélection génomique n'apporte rien, puisqu'il n'est pas capable de donner une précision supérieure à celle du PBLUP. Donc tout ce qu'elle est capable de faire, la sélection génomique, grâce aux marqueurs, c'est de tenir compte des moyennes familiales, et donc elle ne voit pas les différences génétiques qui existent entre pleins frères. Ce qui nous amène à cette seconde question, pourquoi ces différences entre les deux populations? Alors, on a fait une hypothèse un peu plus poussée que l'autre, c'est-à-dire qu'on a pu la relier effectivement à des observations qui étaient à notre disposition. Donc on explique ces différences par la variabilité des observations au sein des familles de pleins frères entre les deux populations, avec cette variabilité qui est beaucoup plus faible chez les DELI, en moyenne 40%, beaucoup plus faible chez les DELI que dans le groupe B.
Donc à nouveau, ça se comprend assez facilement, c'est-à-dire que lorsque cette variance des observations entre individus de plein frère est faible, ça veut dire que les termes d'échantillonnage mendélien sont vraiment très petits. Donc dans ce cas-là, ça va être très difficile d'en tenir compte avec le modèle de sélection génomique, ou avec n'importe quel modèle de manière générale, à moins d'avoir un très grand nombre d'individus dans la population de calibration, et puis en même temps beaucoup de marqueurs, ce qui n'était pas notre cas ici. Donc par contre, dans le groupe B, là où ces termes de ségrégation mendélien doivent être plus importants, visiblement, la taille de la population d'apprentissage, de calibration qui était à notre disposition, et puis la densité de marquage, ont suffi pour réussir à en tenir compte. Alors ça, c'était les premiers résultats. Le second, important aussi, c'est un effet très fort de l'apparentement entre les populations de calibration et de validation, un effet très fort sur la précision de la sélection génomique. Alors j'ai illustré ce résultat avec un caractère, donc le pourcentage d'huile dans la pulpe chez les dédits. Ici, on a la précision de la sélection génomique avec l'apparentement entre les deux populations, de calibration et de validation. Et on voit donc un effet très fort, avec dans ce cas extrême-là, où les individus de validation sont très peu ou pas du tout apparentés aux individus de calibration. Dans ce cas-là, on est incapable de prédire quoi que ce soit chez ces candidats à la sélection. Par contre, quand on est dans un cas où les individus de validation sont fortement apparentés aux individus de calibration, dans ce cas-là, la sélection génomique devient très précise, avec des précisions qui atteignent des niveaux vraiment intéressants, autour de 0,8. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il est possible de faire une présélection génomique dans le groupe B pour certains composants importants du rendement, en particulier pour des candidats qui seraient fortement apparentés à la population de calibration. Donc ça, c'est ce qu'on a vérifié, en tout cas avec des pleins frères, des demi-frères de ceux qui sont utilisés pour la calibration, mais très certainement, ça sera valable aussi pour des descendants directs des individus de la population de calibration, puisqu'ils seront fortement apparentés aussi. Et par contre, les tests sur descendance restent nécessaires pour la sélection, parce que pour pouvoir s'en passer, il faudrait que le modèle de sélection génomique soit efficace pour toutes les composantes du rendement. Donc ça nous amène aux questions qu'on s'est posées au départ. Peut-on améliorer la phase de test en croisement? Eh bien oui, puisqu'on peut faire une présélection des individus, et donc éliminer, avant de les tester, les individus qui finalement se seraient avérés mauvais. Par contre, peut-on faire la sélection sans test en croisement? Donc là, la réponse a l'air d'être non. Mais a priori, cette réponse-là n'est pas définitive parce qu'on avait plusieurs limites imposées par notre jeu de données réel, qui était tout d'abord le nombre d'individus qu'on a dans la population de calibration. Alors déjà, on a perdu quelques individus par rapport à l'ensemble des individus qui a été testés en croisement, qu'on n'a pas pu inclure dans l'analyse génomique parce qu'on n'avait pas leur ADN disponible. Donc ça fait un petit nombre d'individus perdus. Mais surtout, parce qu'on avait un seul jeu de données, on a dû couper ça en deux parties pour avoir une partie qui sert à la validation du modèle. Et ce qui, en l'occurrence, a réduit de 20% la taille du jeu de données. Alors qu'en conditions réelles, on utiliserait tout le jeu de données comme population de calibration pour l'appliquer chez des individus qui seraient de la même génération ou dans la génération d'après. Enfin, en tout cas, on aurait un plus grand jeu de données pour calibrer le modèle que ce qu'on avait dans cette étude. Et puis, on avait ce problème lié à la couverture du génome qui n'était pas très régulière et puis pas très dense non plus. Donc, pour contourner ces limites et puis aussi pour pouvoir étudier l'effet de la sélection génomique sur le long terme, on a conduit une étude par simulation. Alors, ce qui nous intéressait là, dans ces simulations, c'était de réussir à simuler quelque chose des populations qui seraient les plus proches possibles des populations réelles qu'on a dans notre schéma d'amélioration. Donc, ce qu'on a, ce sont des délits qui ont donc certaines caractéristiques, en l'occurrence un petit nombre de gros régimes, des lamés qui sont complémentaires, avec un certain FST entre les deux, etc. Des paramètres connus. Donc pour y parvenir, on a commencé par simuler un nombre d'individus de 200 pour lesquels on simule un génome avec des loci neutres qui correspondent à des SNP. Et puis ces 200 individus, on les fait se reproduire pendant 2400 générations pour atteindre un état d'équilibre mutation-dérive qui correspond à ce qu'on pourrait observer dans la nature avant que n'apparaissent les groupes A et B qu'on a aujourd'hui. Donc à ce moment-là, on attribue des QTL, c'est-à-dire qu'on va choisir au hasard certains SNP pour en faire des QTL, donc qui auront un effet sur le phénotype. On a simulé deux caractères antagonistes, le nombre de régimes et le poids moyen, puisque c'est eux qui sont à l'origine de ce schéma de sélection récurrente réciproque. Et comme on ne connaît pas l'architecture génétique de ces caractères, donc ça devient des paramètres qu'on fait varier. Donc
On simule entre 100 et 1000 QTL, et puis on fait varier le pourcentage de QTL pléiotrope, c'est-à-dire qu'il y aura un effet antagoniste sur les deux caractères. À partir de là, on va séparer au hasard cette population en deux populations qui vont évoluer de manière indépendante. Et pour obtenir les caractéristiques qu'on a dans nos populations réelles, on a appliqué une sélection massale divergente, ici qui vise à augmenter le poids moyen des régimes, et ici qui vise à augmenter le nombre de régimes. Et ensuite, ça devient beaucoup plus facile, puisqu'on n'a plus qu'à simuler l'histoire telle qu'elle est connue de ces populations, qui commence chez les délits par un goulot d'étranglement de 4 individus, une phase d'expansion avec une sélection massale sur le poids total de régime, qui est le produit de ces deux composantes, et puis chez les lamés, quelque chose d'un petit peu équivalent. Et ensuite, on simule 2 générations de sélection récurrente réciproque pour améliorer le poids total de régime, ce qui correspond à ce qui a été effectivement fait depuis les années 50. Donc ça nous amène à des populations qui sont très proches de nos populations réelles, et pour s'en assurer, on estime dans les populations simulées des paramètres génétiques, donc l'héritabilité, le FST, etc. Et on calibre tout ça, et on garde les répétitions qui donnent les valeurs pour ces paramètres génétiques les plus proches possibles des valeurs réelles. Et donc c'est là que commence la partie intéressante de la simulation, puisque tout ça c'était uniquement pour avoir un point de départ qui correspond à la génération 0, qui était tout en bas. Alors à partir de cette génération 0, on va simuler 4 générations de sélection génomique, qui s'appelle en l'occurrence la sélection génomique récurrente réciproque, avec plusieurs stratégies que je vais détailler, qu'on compare à 4 générations de sélection récurrente réciproque classique. On simule 300 individus par population à chaque génération, et lorsqu'on fait des tests sur descendance, on croise 120 délits avec 120 lamés. Pour la sélection génomique, on va utiliser la méthode statistique GBLUP avec 2500 SNP, et enfin on va tirer nos conclusions essentiellement sur la base du progrès génétique annuel, qui est facile à calculer, puisque c'est la production totale de régime dans les hybrides à l'issue des simulations, donc dans la 4e génération, la production par rapport à la même production, mais chez les hybrides de la génération 0. Et on divise cette valeur par le nombre d'années qu'il a fallu pour conduire les 4 générations de sélection, ce qui nous donne un progrès génétique annuel. Alors, on a plusieurs paramètres sur lesquels on peut jouer dans l'approche de sélection génomique récurrente réciproque. Alors, tout d'abord, les individus qu'on va génotyper pour la calibration du modèle. Alors, il y a cette approche, disons, parentale, qui correspond à celle qui était appliquée avec les données réelles, dans laquelle on ne considère que le génotype des individus testés en croisement pour calibrer le modèle. Et on a une autre méthode dans laquelle on va aussi génotyper un certain nombre d'hybrides, d'individus hybrides. Et l'intérêt, là, c'est de pouvoir valoriser une information qui est de la ségrégation génétique et donc phénotypique au sein des hybrides, et qui existe parce que, dans notre cas particulier du palmier à huile, les parents sont hétérozygotes, et donc il y a cette ségrégation génétique chez les hybrides. Ensuite, un facteur particulièrement intéressant, parce qu'on peut jouer très fort dessus avec la sélection génomique, c'est l'intensité de sélection. Alors dans tous les cas, on va sélectionner les 20 meilleurs individus parmi soit 120 pour la sélection récurrente réciproque, qui correspond donc au nombre d'individus testés en croisement. On peut aussi se contenter de 120 par génération pour la sélection génomique si on veut. Mais pour la sélection génomique, on a aussi la possibilité de travailler sur tous les individus, donc c'est-à-dire soit ceux qui ont été testés en croisement, plus leurs frères qui n'ont pas été testés en croisement, mais qu'on peut génotyper. Et donc, grâce au modèle de sélection génomique calibré avec ceux qui ont été testés en croisement, on peut prédire la GEBV de tous les 300 qui sont là. Et donc, sélectionner les 20 meilleurs parmi ces 300, donc peut-être parmi ceux qui ont été testés en croisement, mais peut-être parmi ceux qui n'ont pas été. Donc ça, on augmente l'intensité de sélection, qui devient, en l'occurrence, 2,5 fois plus importante que dans la méthode classique. Alors, un autre facteur très important sur lequel on peut aussi jouer avec la sélection génomique, c'est le nombre d'années nécessaires pour conduire ces 4 cycles d'amélioration. Alors, pour la sélection récurrente réciproque classique, on va évidemment faire des tests sur descendance à chaque génération, et donc là, il va nous falloir 80 ans. Par contre, pour la sélection génomique, les tests sur descendance, qui cette fois servent plus à calibrer le modèle qu'à vraiment faire la sélection, on peut en faire varier la fréquence. On peut, si on veut, faire des tests sur descendance à chaque génération. Par exemple, si on veut uniquement travailler sur l'effet
d'un jeu sur l'intensité de sélection. Donc, dans ce cas-là, on garde l'intervalle de génération constant par rapport à la sélection classique. Mais on peut aussi se permettre de ne faire des tests sur descendance qu'une génération sur deux. Et donc dans l'autre génération, on fait la sélection uniquement sur marqueur, ce qui va beaucoup plus vite. Et dans ce cas-là, on tombe à seulement 52 ans pour faire les 4 cycles de sélection. Et dans le cas le plus extrême, on peut ne faire des tests sur descendance qu'à la première génération pour calibrer le modèle, et ensuite faire de la sélection sur marqueur seul. Et là, il faut plus que 38 ans pour arriver à la fin de la 4e génération. Alors, on fait tourner ces simulations, ce qui dure assez longtemps. Là, ça a pris plusieurs mois, avant d'obtenir les résultats. Ce que je présente ici, c'est le détail des résultats sur la précision de la sélection. Donc ça, c'est le nombre d'années. Donc ça correspond à 4 générations dans lesquelles on a des parents qui sont des candidats à la sélection. Et ici, on a la précision de la sélection. Dans le cas de figure, on a 120 candidats par population et par génération. Donc ce qu'on peut regarder en premier, c'est le cas de figure où on fait des tests sur descendance à chaque génération. Donc chaque point correspond à la précision calculée sur 120 individus. Donc dans ce cas-là, il s'agit forcément de 120 individus qui ont tous été testés en croisement. Donc c'est pour ça que ça prend 80 ans. Et donc tout cela ont une précision qui est très élevée, donc c'était ce qu'on savait d'après les données réelles. Donc là, au passage, on note que appliquer la sélection génomique, c'est-à-dire génotyper des marqueurs et faire tourner un modèle, si ce n'est pas en même temps pour en profiter pour raccourcir l'intervalle de génération ou augmenter l'intensité de sélection, ça va servir absolument à rien puisque tout le monde a la même précision. Et tout le reste va être égal par ailleurs. Par contre, avec la sélection génomique, on va pouvoir raccourcir ce très long intervalle de génération de 20 ans. Et dans le cas extrême où on va faire uniquement un test sur descendance à la première génération, donc ça c'est la précision des individus concernés, et ensuite faire de la sélection uniquement sur les marqueurs pendant 3 générations, donc ce sont ces 2 cas extrêmes qui sont présentés ici. Dans ce cas-là, le nombre d'années nécessaires pour faire les 4 cycles va être réduite de la moitié, donc ce qui a un effet très fort. Donc ça c'est positif sur la réponse annuelle à la sélection, mais par contre ça s'accompagne aussi d'un effet négatif sur la réponse à la sélection, qui est, comme on le voit sur ces courbes, une baisse de la précision. Une baisse qui peut être assez forte. Et dans l'exemple que je présente ici, donc on ne fait pas de nouveaux tests sur descendance pour recalibrer le modèle, donc la précision ne fait que baisser. Et en moyenne, elle atteint ici à peu près 0,8 en moyenne sur les 4 générations. Donc il y a une baisse de la précision de sélection, mais elle va être largement compensée par le raccourcissement de l'intervalle de génération. Ça, c'est la première conclusion. Et la seconde, c'est que la stratégie dans laquelle on a génotypé des hybrides en plus des parents voit sa précision être un peu moins affectée que l'autre stratégie. Donc c'est ce qu'on conclut ici. Si on utilise la sélection génomique pour réduire l'intervalle de génération, le gain génétique annuel va être accru. Et, un peu moins important, l'approche où on génotype des hybrides est meilleure que celle où on ne génotype que les parents. Et de la même manière, donc là j'ai pas présenté le graphique, mais c'est des résultats très, très similaires. Si on utilise la sélection génomique pour augmenter l'intensité de sélection, donc ça veut dire qu'à chaque génération, on a 300 candidats, avec éventuellement 120 qui sont testés en croisement, donc qui ont eux une précision très forte de 0,9, et puis 180 autres qui eux ne sont pas testés en croisement et qui voient leur précision affectée négativement, mais avec une baisse qui au passage est même moins forte que d'une génération sur l'autre. Donc au final, à nouveau, en augmentant l'intensité de sélection, on aura une baisse de précision, mais elle sera très largement compensée par cette augmentation d'intensité de sélection, et donc on aura un gain génétique annuel qui va se retrouver lui aussi accru. Et à nouveau, la même conclusion, quand on génotype des hybrides en plus des parents, la précision est moins réduite que lorsqu'on ne génotype que les parents. Alors on voit clairement avec cet exemple que si on considère tous les schémas de sélection possibles qui ont été simulés, avec toutes les combinaisons en jouant sur l'intensité, l'intervalle de génération, etc., que finalement le classement des schémas d'amélioration va dépendre de leur effet respectif sur la précision de sélection, l'intensité de sélection et l'intervalle de génération. Ce qui nous amène au résultat intéressant qui est ici, dans lequel on a le classement de tous les schémas d'amélioration simulés, avec du meilleur au plus mauvais, avec leur réponse annuelle à la sélection. Donc on voit déjà que la sélection récurrente réciproque classique est tout en dernier, à égalité avec les schémas de sélection génomique dans lesquels on a fait des tests sur descendance à chaque génération. Par contre, à l'inverse,
comme on l'a compris grâce au résultat précédent, si on utilise la sélection génomique pour jouer au maximum, réduire au maximum l'intervalle de génération en faisant seulement des tests sur descendance à la première génération, qu'on s'en sert aussi pour augmenter l'intensité de sélection, et qu'en plus on génotype des hybrides, et pas seulement les parents, dans ce cas-là, on se retrouve avec un gain génétique annuel qui sera dans les 70% plus élevé que ce qu'il est actuellement avec la méthode classique, ce qui est un progrès très important. On s'intéresse aussi, vous verrez pourquoi, à ce groupe de méthodes qui sont toutes à égalité du point de vue du gain génétique annuel, qui est à nouveau très fort par rapport au gain de la méthode classique, plus de 45%. Alors, c'est intéressant de regarder évidemment la réponse annuelle à la sélection, mais il n'y a pas que ça qu'il faut regarder. Et si on se penche sur la variabilité qui existe autour de la réponse à la sélection, en fait, on voit que pour les stratégies dans lesquelles on a génotypé des hybrides, cette variabilité est toujours plus forte que dans les stratégies où on génotype uniquement les parents. Donc ça, c'est pas intéressant pour le sélectionneur qui veut une réponse annuelle à la sélection forte, mais qui veut aussi être le plus certain possible de la réponse qu'il va véritablement obtenir. La variabilité ici, elle reflète la réponse à la sélection qu'on obtient en fonction du nombre de QTL simulés, du pourcentage de QTL pléiotrope, des répétitions, etc. Donc des choses sur lesquelles le sélectionneur ne peut pas jouer. Donc pour récapituler, la première méthode est très intéressante en termes de réponse annuelle à la sélection, elle est très forte. Par contre, la variabilité autour de cette réponse est aussi forte, évidemment parce qu'on génotype des hybrides, elle aura un coût et une complexité plus importante que la stratégie de sélection génomique dans laquelle on ne génotype que les parents. Et enfin, mais que ce ne soit pas présenté ici sous forme de diapo, on a une augmentation de la consanguinité annuelle qui est plus forte avec cette stratégie-là qu'avec les autres. Et au final, ça nous amène à considérer que cette stratégie-là, dans laquelle on ne génotype que les parents, on augmente au maximum l'intensité de sélection, mais on joue uniquement, on réduit de manière intermédiaire l'intervalle de génération, en faisant des tests sur descendance une génération sur deux, mais on considère que cette stratégie-là est une alternative intéressante, parce que c'est un bon compromis entre tous ces critères. Et en plus, comme on a des tests sur descendance à 2 générations, ça donne la possibilité, à partir de la 3e génération, de cumuler les données de ces 2 tests sur descendance, de les cumuler pour avoir une population d'apprentissage plus grande, ce qui va certainement augmenter considérablement la précision dans les 2 dernières générations. Donc voilà, une alternative extrêmement intéressante. Et tout ça nous ramène à nouveau aux questions qu'on s'était posées au départ, et nous permet d'apporter une réponse un peu différente à la question « Peut-on faire la sélection sans test en croisement ?» Eh bien, on voit que oui, et que cela permet de faire une sélection parmi un plus grand nombre de candidats et de raccourcir les cycles de sélection. Ce qui est très intéressant, et qui nous permet de proposer ce nouveau schéma d'amélioration qui serait de la sélection génomique récurrente réciproque, qui commence de la même manière que le schéma de sélection récurrente réciproque actuel, c'est-à-dire avec des individus testés en croisement, mais qui là, cette fois, servent surtout à calibrer un modèle qu'on applique ensuite chez ces individus-là testés en croisement, mais aussi sur leurs pleins frères. Donc ça, c'est exactement l'augmentation d'intensité de sélection qu'on a évaluée par simulation. Donc on sélectionne les 20 meilleurs individus parmi cet ensemble vaste de parents. Donc c'est une première application de la sélection génomique. Et dans la suite, alors pour l'instant, quand on a 20 individus sélectionnés dans une population à une génération donnée, on les reproduit et on génère ainsi une population qui a en moyenne une valeur génétique qui est égale à celle des parents sélectionnés. Mais en réalité, pour produire ici ces individus-là, qui sont là pour produire des semences commerciales, donc qui sont quand même utiles, mais pour les produire, il faut en réalité avoir un beaucoup plus grand nombre d'individus que ça, qui ne vont pas dépasser en fait le stade pépinière. Donc pour l'instant, ils ne servent à rien, mais avec un modèle de sélection génomique, on pourrait les valoriser en les génotypant, et finalement en ne plantant ici que les meilleurs individus parmi ceux qui ont été produits à la pépinière. Donc finalement, les individus ici, donc là dans cet exemple, il était 1500, ils auraient non plus une valeur génétique additive moyenne égale à celle de leurs parents, mais elle serait un peu supérieure. Et en même temps, puisqu'on a génotypé tout ce pool d'individus, on identifie aussi les 20 tout meilleurs, cette fois, qui servent, eux, comme point de départ à la génération suivante, qu'on va pouvoir produire sans avoir à faire de tests sur descendance, d'où un gain de temps important.
Et ça correspond finalement à cette alternative intéressante que je présentais à l'issue des simulations. Voilà. Ce qui nous amène à la conclusion et à quelques perspectives. Donc on a vu que les données réelles et les simulations ont montré le potentiel très fort de la sélection génomique pour l'amélioration des caractères quantitatifs, en tout cas, du palmier à huile, et que donc cette méthode devrait contribuer à une contribution probablement très forte à apporter pour amener la production d'huile de palme au niveau de la demande à venir. Et en perspective, on imagine que l'efficacité de la sélection génomique peut être certainement accrue de manière importante, soit avec des populations de calibration plus grandes, ce qui est possible, par exemple en cumulant des jeux de données de plusieurs générations, tout ça dans un seul modèle, ou en améliorant le modèle statistique, en incluant par exemple des effets non additifs, ou en incluant des informations a priori sur les marqueurs qu'on a pu obtenir par exemple grâce à des études de génétique d'association ou de génomique fonctionnelle, etc. D'autres études restent nécessaires, essentiellement valider avec des données réelles les conclusions des simulations. En l'occurrence, estimer expérimentalement la précision de la sélection génomique entre des dispositifs expérimentaux indépendants et surtout estimer la vitesse à laquelle la précision de la sélection génomique baisse au cours des générations de sélection sans recalibration du modèle. Enfin, grâce aux simulations, on a vu qu'il fallait mettre en œuvre une politique de gestion de la consanguinité. Donc là, il y a des études à faire pour choisir la méthode la plus adéquate. On doit voir comment cette sélection génomique pourrait se comporter pour d'autres caractères qui doivent être sélectionnés en parallèle du rendement, surtout la tolérance aux maladies. Donc là, éventuellement, ce ne sera pas forcément la sélection génomique qu'il faudra faire d'ailleurs. Et enfin, là c'est plus prospectif, est-ce qu'on pourrait utiliser, et surtout comment utiliser des données, des covariables environnementales dans le modèle pour avoir des résultats qui pourraient s'extrapoler à d'autres environnements dans lesquels on n'a pas fait d'évaluation. Alors, ce qui est en cours depuis le début de cette année, c'est qui fait plus partie de la thèse. Donc c'est la suite, c'est la réponse à ces deux premières questions. Donc ce qui va se faire en reprenant le jeu de données qui a été utilisé dans la thèse et en rajoutant un nouvel ensemble d'essais pour lesquels on commence à avoir des données, qui est un ensemble donc indépendant. Donc ce qui va nous permettre d'estimer la précision entre dispositifs en utilisant ce jeu de données comme population de calibration, donc plus grande que celle qu'on avait actuellement, puisqu'on la prend dans son intégralité. Et on va utiliser ce nouvel ensemble d'essais comme population de validation. Donc on va pouvoir mesurer la précision entre dispositifs indépendants. Et en plus, parmi les parents du groupe B qui ont été testés en croisement ici, il y en a 27 qui descendent directement des individus testés en croisement dans le jeu de données qu'on avait à présent. Donc là, on va mesurer la précision de la sélection dans la génération qui suit la calibration du modèle, donc exactement ce qu'on a testé par les simulations. Et on avait un deuxième problème qui était la couverture du génome pas très régulière, puis pas très dense. Alors, pour résoudre ce problème-là, on a génotypé tous ces individus, cette fois non pas avec des microsatellites, mais par du GBS, qui nous a permis d'obtenir plus de 3000 SNP, qui sont répartis, on peut le voir ici en rouge, de manière cette fois beaucoup plus régulière que nos microsats qui étaient en noir, ce qui, a priori, devrait nous permettre d'avoir des résultats beaucoup plus intéressants. Voilà. Pour finir, je remercie donc les différents partenaires, Palmélite, qui est intéressé par ce projet parce que c'est eux qui vont l'appliquer, a priori, qui ont financé et qui travaillent avec la Socfindo, chez qui ont été réalisés les essais sur le terrain en Indonésie, qui possède une partie des parents qui ont été testés en croisement, l'autre plus grosse partie étant au Bénin, à Pobé. Et puis je remercie aussi l'INRA pour la participation, l'encadrement de Leopoldo Sanchez, mon co-directeur de thèse, et puis l'utilisation des serveurs de l'INRA d'Orly. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Pendant que tu bois un peu d'eau et on va te présenter en fait la manière dont on a pensé procéder, donc on va donner la parole successivement aux différents membres du jury. On va évidemment pas donner la parole pour commencer aux rapporteurs qui vont poser aussi des questions.